Hello les Nalédji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Confidence Talifi et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Eva. Bonjour. Eva, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Donc bienvenue à toi dans la Nalédji Show et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui le sujet n'est pas très joyeux ni passionnant, mais c'est important d'en parler et donc on va aborder le sujet des violences conjugales. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Ouais. Alors moi j'ai vécu des violences conjugales pendant 13 ans à peu près. 8 ans en étant en relation avec mon ex-conjoint et après 5 ans après la séparation. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. J'étais super jeune, c'était dans mes premières relations, je savais pas vraiment qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Et la violence, elle s'est installée très vite, mais c'était pas de la violence physique comme on peut voir au commissariat, l'affiche avec la dame avec des bleus sur le visage, etc. C'était plus de la violence psychologique. Okay. Il a profité du fait que j'ai pas très confiance en moi, que j'étais timide, et il a vu ça. Et du coup, il jouait beaucoup sur mes faiblesses, en fait. Mais en même temps, d'un autre côté, il était super gentil, on faisait plein de trucs devant tout le monde, et il était super sympa, super amoureux, etc. Parfait, voilà. Ouais. Le mec parfait, qui s'entend avec tout le monde, qui aime faire la fête, voilà. Donc ça, c'était pendant qu'on était étudiants. Ok. Et en fait, moi, je me rendais pas compte de l'emprise dans laquelle il était en train de me mettre. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le cycle de la violence et on peut vraiment reconnaître les violences conjugales. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il crée un climat de tension. Donc, il boude, il répond pas, il est un peu bizarre, il est stressé, voilà, tu comprends pas ce qui se passe. Et du coup, pendant ce temps-là, moi, je culpabilisais. Je me disais, c'est peut-être ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas. Et du coup, j'essayais de faire plein de trucs pour lui faire plaisir, pour qu'il se sente mieux. Et ça, c'est la phase du coup de culpabilisation. Et après cette phase-là, en fait, tout ce que tu fais pour qu'il se sente mieux, ça ne va pas. Ça va jamais. Ça va jamais. Il est jamais satisfait, c'est jamais assez. Il est jamais content. Il te fait plein de reproches alors que toi, tu fais de ton mieux. Et après cette phase de culpabilisation et de tension, il y a une phase d'explosion de la violence. Alors, explosion de la violence, c'est pas forcément de la violence physique, ça peut être une énorme crise où il s'énerve, il crie, il peut être violent aussi sur des objets, par exemple jeter des choses par terre, taper dans les murs, ça c'est de la violence. Ça peut être beaucoup d'insultes, donc il y a toujours cette phase-là où on se sent hyper mal forcément. Et après, il y a la phase d'excuse. Ah, mais tu sais, bébé, c'est parce que en ce moment au travail ça va pas, c'est parce que je suis malade, c'est parce que je suis fatiguée, je suis stressée. Il n'y a aucun rapport entre tout ça, quoi. Et toi, tu te dis, oh là là, mince, en fait, voilà, le pauvre. Oui, il y a la pitié, quoi. C'est ça. La pitié, Et du coup, il y a aussi le truc, je vais changer, t'inquiète pas, ça n'arrivera plus, je vais faire des efforts, ça va aller mieux, etc. Et après cette phase-là, il y a une phase de lune de miel où il redevient l'homme parfait. Alors, il va faire des cadeaux, il va faire 2-3 trucs qu'il avait dit qu'il ferait pour faire des efforts. Toi, t'es super contente, tu te dis ça y est, c'est fini. On va redevenir un couple normal, il va plus jamais s'énerver, etc. Et en fait, après, il y a une phase de tension et on repart dans ce cycle. Du coup, c'était dans un cercle vicieux, en fait. C'est ça. Et ce cycle, il peut durer, par exemple, 1 mois. Donc, tu peux avoir 1 mois de tension, 1 mois de... Mais il peut aussi durer 1 heure, ou il peut aussi durer une journée, et ça se répète tout le temps. Donc en fait, à chaque fois qu'on pense que ça va mieux, à chaque fois qu'il y a la lune de miel, et c'est ça qui nous retient, il y a une autre phase qui va arriver. Donc ça, ça a fait que je suis restée avec lui pendant 8 ans. Et est-ce qu'il y a t'as une anecdote un petit peu à nous raconter où là, tu as commencé en fait, à te poser tes questions et te dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, en fait? Comment t'as pu supporter tout ça? On peut comprendre que c'est la phase lune de miel. Comment t'as fait pour supporter tout ça et à quel moment vraiment tu t'es dit, je pense que là, il y a un problème? Le premier moment où j'ai pensé ça, c'est la première insulte. Un jour, il m'a dit, mais t'es vraiment une merde.
Et je me suis dit, mais je lui ai dit, hein, t'as dit quoi? J'ai cru que j'avais pas compris. Mais s'il avait bien dit ça, hein, il a bien répété en plus. En plus. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Et je l'ai mis dehors ce jour-là. Okay. Mais après, il est revenu. Et je sais, tu vois, je me rappelle, il y a des choses que je me rappelle pas, où le cerveau te protège et t'oublie des trucs. Et je sais pas pourquoi je suis retournée avec lui après. En général, les femmes, elles partent 7 fois. Et elles reviennent 7 fois. Donc, c'est pas au premier départ, c'est très difficile de partir. Surtout quand on a des enfants. Et après, il y a eu... donc là, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas, mais il y a eu des moments sympas, des phases de lune de miel, etc., où on passait des bons moments. Mais à ce moment-là, il a commencé à faire ce qu'on appelle de la violence économique. Donc en fait, lui, il ne travaillait pas. Non. Et moi, je travaillais et je payais tout. Donc petit à petit, j'avais plus rien. Je faisais des chèques, par exemple, pour faire les courses qui passaient pas, donc j'étais en interdit bancaire. Et j'avais plus de... j'avais pas de moyens financiers pour partir, en fait. Oui, t'étais bloquée, en fait. J'étais bloquée. Mais attends, le fait qu'il ne veuille pas travailler, c'est un choix de sa part ou... il trouvait pas, ou alors ça se passait mal. En fait, il supportait pas l'autorité. Donc ça se passait jamais bien. Et s'il faisait des fois 1 jour ou 2 jours, après, il y avait toujours quelque chose et il finissait à ne plus travailler et après il trouvait pas. Du coup, comment il subvenait à ses besoins? On a eu une période où on était au RSA, on avait des allocations parce que on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc c'était ça, mais en fait c'était moi qui payais beaucoup de choses. Et en fait pendant ce temps-là, lui il mettait des sous de côté sur mon dos. Ça je l'ai appris après. Non, je te crois pas. Si. Un jour, il m'a dit... donc un jour où je devais avoir 10 centimes sur mon compte, il m'a dit, tu sais, c'est marrant, si tu me fais un petit virement, là, je serai à 10 000 de côté. Oh mon Dieu, la crise. Ça fait partie aussi des déclics. Mais j'étais déjà coincée, en fait. Et on avait déjà eu un bébé. Oui, voilà, j'avais demandé votre enfant avec quel âge à ce moment-là? Quand je te parle des violences économiques, mon fils, il devait avoir 1 an ou 2 ans. Je suis partie quand mon fils avait 3 ans. Ok. Et le vrai déclic, c'est mon petit garçon qui m'a dit moi, maman, je suis un chevalier et je vais te sauver de papa. Oh. Et quand il m'a dit ça, il avait que 3 ans. Ouais, t'imagines, 3 ans, donc ça veut dire qu'il avait déjà pris conscience. Il avait conscience que ça allait pas et qu'il fallait qu'on parte, en fait. Et là, je me suis dit, non, c'est plus possible. Je peux pas rester, en fait. Pour nous, en fait, je peux pas rester. Et j'ai commencé à préparer mon départ, donc j'ai mis des sous petit à petit à côté pour pouvoir rembourser ce que je devais rembourser. J'ai dû faire un crédit pour me payer un appartement, payer la caution, etc. Et j'ai réussi à partir. Mais attends, en plus, il a dit, si tu me fais un virement, parce que tu lui faisais des virements. Non. Il a dit ça comme ça, sur le ton de la blague, mais en fait, c'était pas du tout drôle. Oh là là. Mais attends, juste petite parenthèse, ta famille, dans tout ça, ils étaient au courant, pas du tout? Alors, en fait, c'était une personne qu'il fallait toujours servir. Il fallait lui emmener son petit déjeuner au lit, il fallait lui faire ses tartines, il fallait lui amener un verre d'eau. Et moi, ça, je me suis laissée emmener dedans. Oui, tu fais plaisir à ton compagnon. Sauf qu'après, lui, si c'était pas comme ça, il s'énervait. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire ça tout le temps. Et ma famille, ils avaient fait un peu des réflexions. Mais j'avais honte, en fait. Parce que sur le coup, je les avais pas écoutés ou je m'étais un peu énervée. Et lui, il a beaucoup essayé de m'isoler en me disant, tu sais, ta maman, elle a dit ça un jour. J'étais, ah bon, mais c'est bizarre. Oui, elle a dit ça. Moi, toi, t'as pas entendu, mais moi, j'ai entendu. Les faire passer pour des personnes qui ne veulent pas ton bien, quoi. C'est ça. Et du coup, je leur parlais moins. Pareil avec mes copines. Petit à petit, il a essayé de m'isoler de tout le monde et on n'était que tous les deux, en fait, j'avais que lui. Lui et ses amis avec qui il était parfait, etc. Et en fait, quand je suis partie, j'avais trop honte d'en parler à ma famille. Donc je me suis débrouillée toute seule et je voulais me sortir de là toute seule aussi, me prouver que je pouvais partir toute seule. Et je leur en ai pas parlé tout de suite. Ce que j'aurais dû faire, c'est le conseil d'en parler pas forcément à sa famille, mais à quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, ouais. Parce qu'il n'y a pas de honte, c'était pas ma faute. Oui. C'était sa faute à lui, c'était son comportement qui n'était pas adapté, c'était pas le mien.
Et si j'en avais parlé, j'aurais pu, je pense, m'en sortir plus vite. Plus vite, ouais. J'aurais pu aller chez mes parents au lieu de faire un crédit pour prendre un appartement. Jamais nous tourner le dos, hein, franchement. Ouais. J'aurais même pu aller chez une copine, chez une collègue. Je suis sûre que j'aurais trouvé. De se remettre un peu de tout ça, mais financièrement, mentalement, ouais. Tout. Et ça a été quoi le processus? Du coup, t'es partie, t'as fait ton crédit, etc. Donc là, t'es avec ton enfant. Non, alors moi ça a été plus compliqué, il a fait du chantage à l'enfant. C'est sympa, hein? Non mais... En fait, il le gardait et il me disait, toi tu peux partir, mais moi je le garde. Et en fait, j'étais tellement fatiguée de lui, je voulais tellement plus rester là-bas que au début... je me disais, il faut que je parte, que je m'organise et je vais prendre le temps, petit à petit je vais le récupérer. Donc moi j'avais le droit d'aller voir mon fils si j'allais chez lui pour faire les tâches ménagères et administratives. C'est une blague. Non. Et là j'avais le droit de voir mon fils. Le fils que toi t'as porté pendant 9 mois, t'as accouché tout, tu dois le voir en contrepartie, tu fais le ménage. C'est ça. Et en fait du moment où j'ai refusé de faire ça, il m'a dit ok, tu viens plus mais tu le vois plus. Et à chaque fois que je venais, en fait il le gardait dans les bras. Donc le mec costaud, voilà. Ça, c'est malsain. Ouais. Et du coup, je pouvais pas, j'allais pas lui arracher le petit des bras, je voulais pas faire de mal à mon fils. Et il y a plein de fois où je rentrais chez moi le soir et j'avais pas mon fils. Et du coup, j'ai dû faire une espèce d'opération commando parce qu'il envoyait toujours quelqu'un le chercher à l'école avant que moi j'arrive parce que j'avais un gros temps de trajet. Donc il envoyait toujours quelqu'un le chercher à l'école avant moi. Et quand j'arrivais à l'école, il était pas là, mon petit, il était déjà parti. Donc un jour j'ai posé une après-midi au boulot, je suis allée le chercher plus tôt et là je suis partie avec lui. C'est comme ça que j'ai réussi à reprendre petit à petit des droits, mais tout ça, comme je t'ai dit, ça a duré 5 ans. Oui. Après la séparation, et ça on n'en parle pas assez après en fait, souvent on parle de pendant, ce qui se passe c'est ça. On va dire à l'intérieur, mais comment après, détecter, comment savoir en fait, que ça va pas, comment partir, mais en fait même une fois qu'on est parti, il faut continuer à se battre encore plus. Et surtout s'il y a un enfant. Pour ses enfants, pour soi. Et là il faut être accompagné par des associations, par ses proches. Il y a tout un volet juridique qui va commencer parce qu'il faut aller porter plainte. Il faut passer devant le juge aux affaires familiales et monter des dossiers et comme ça. Donc c'est tout ce que tu as fait pendant 5 ans. Ouais. Ok. Et c'est quoi le dénouement? Dis-nous quelque chose de positif. Alors, moi je suis toujours en procédure. Ok. Ton fils il a quel âge? Mon fils il a 9 ans maintenant. Mais mon fils va beaucoup mieux. Déjà. Ça c'est ultra positif. C'est que au début je voulais pas partir, je me disais je vais pas séparer mon fils de son père, la famille, etc. Et en fait, ça lui faisait du mal à mon fils d'être dans cette situation. Ça les impacte vraiment beaucoup. Et il avait beaucoup d'allergies alimentaires. Tous les 6 mois, il déclarait une nouvelle allergie. Il vomissait beaucoup. Il mangeait rien. Tout ce qu'il mangeait, il le revomissait. Il dormait pas la nuit. Il se réveillait tout le temps. Il faisait beaucoup de cauchemars. Et depuis qu'il le voit moins c'est fini. Il a plus qu'une allergie et qui est en train de partir. Il vomit plus, il a grandi, il a poussé d'un coup et il sait qu'il peut s'exprimer. Donc il prend sa place d'enfant, il joue, il rigole et il m'a dit un jour, tu sais, depuis que t'es plus avec papa, tu souris tout le temps, t'es tout le temps heureuse. Donc pour eux, ça c'est hyper important d'avoir un parent qui va bien en fait. C'est pas, là il faut pas se dire je vais préserver la famille, etc. C'est trop compliqué avec des personnes comme ça. Il faut se construire soi pour son enfant et des modèles masculins positifs si on en a besoin. Il y en a d'autres en fait. Moi c'est mon père, c'est mon frère, c'est mes amis, les copains de mes copines et en fait il en a plein d'autres modèles masculins avec qui il s'entend bien et il voit être un homme bien, c'est ça en fait. Il a des bons exemples et maintenant il sait très bien faire la différence entre un comportement qui est pas normal et un comportement qui est normal. Je l'ai emmené chez le pédopsie, il a fait ses séances pour comprendre, il a fait un groupe de parole pour les enfants qui ont vécu ça, où il a trouvé d'autres enfants qui avaient vécu la même chose parce qu'il pensait qu'il était tout seul. On oublie souvent les enfants, on pense pas à eux, mais il pensait qu'il était le seul à avoir un papa comme ça. Et quand il a vu qu'il y avait d'autres enfants, il a compris que c'était pas sa faute à lui. Il pensait que c'était lui qui était pas bien.
Ok. Et ça l'a guéri, et maintenant, du coup, il est beaucoup plus fort, en fait. Et il sait dire, bah, ça me convient, ça me convient pas. Il s'est forgé, quoi. Ouais. Il s'est forgé un caractère beaucoup trop tôt et beaucoup trop difficilement. Mais maintenant, il sait se défendre. Ouais. Ok. Mais il me faisait croire qu'il avait rien, en fait. Mais c'était pas vrai. Mais j'avais déjà entendu, parce que je regarde souvent les lives d'Aïssa Moment, il y a une fille pareille. De 2012 jusqu'à maintenant, elle payait tout. Et le gars, il disait, oui, il n'arrive pas à bosser, machin. Et moi, ça va, il y a des filles, elles se sont fait piquer leur maison, leurs appartes. Oui, les gars, ils changent les serrures. Ils restent dans l'appartement. Et il y a des filles, elles perdent tout. Ouais. Et du coup, pareil, il fait chantage avec le fils. Parce qu'elle est en France, lui, il est resté en Maroc. Et après, eux, ils travaillent pas. Donc, ils te ruinent, en fait, en frais d'avocat. Ils font procédure sur procédure sur procédure pour que toi, bah, tu payes l'avocat, mais eux, comme ils travaillent pas, aide juridictionnelle, donc ils payent pas les avocats. Et toi, tu payes. Pension alimentaire. Ah, bah, j'ai pas d'argent. Moi, ma pension alimentaire, c'est 70 €. Comment 70 € de pension alimentaire. C'est comme si avec 140 €, en gros le double, hein, on élevait un enfant. C'est même pas assez. C'est pas du tout assez. T'achètes une paire de chaussures, ça y est, c'est fini. Bah ouais. Et encore, ça paye pas la cantine, ça paye pas le centre de loisirs, ça paye rien. Vite fait, je sais pas trop quoi, mais. Ok. Quel conseil tu pourrais donner du coup aux femmes qui vivent la même chose, qui n'ont pas malheureusement encore quitté leur bourreau, c'est comme ça on dit, ou même qui sont en procédure encore comme toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Le premier conseil, c'est de bien se dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de coup qu'il n'y a pas de violence. Les violences psychologiques, ça commence à être reconnu, les violences économiques aussi, les violences verbales, c'est interdit. Donc, n'attendez pas de recevoir un coup pour partir, ce que moi j'ai attendu. C'était aussi un des déclics, donc ne pas attendre qu'il y ait ça, parce qu'en fait, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver un moment. Le deuxième conseil, c'est d'en parler à ses proches, à quelqu'un en qui on a confiance. Et même si c'est moi, dans un premier temps, s'il y a des personnes qui veulent m'envoyer un message pour qu'on discute, mais voilà, d'en parler à quelqu'un et de trouver une association qui va nous écouter. Donc il y en a 2 qui sont partout sur le territoire, c'est le CIDFF, ça veut dire Centre d'information du droit des femmes et de la famille. Il y en a partout en France. Et on peut appeler, il y a des horaires, des plages d'écoute. Il y a les associations du réseau Solidarité Femmes, pareil, il y en a partout en France. Donc on peut les appeler. Et il y a le 3919 qui est un numéro de téléphone qu'on peut appeler tout le temps. C'est anonyme et on peut raconter son histoire et savoir si c'est compliqué ou pas et avoir de l'aide. Ça, c'est 3 trucs qu'on peut faire. Déjà pour commencer à partir. Et après, si on est déjà parti, voilà. Et qu'on doit continuer de communiquer avec l'ex-conjoint, moi j'ai créé une application qui permet de communiquer sans insultes, sans menaces, sans harcèlement, et surtout de produire des preuves pour aller présenter lors d'une plainte ou dans un passage en justice. Donc c'est tous les échanges qui sont écrits et on peut voir s'il y a eu des insultes, s'il y a eu des menaces, au lieu de... Ça prend du temps de faire des captures d'écran. Ouais, des captures d'écran. Donc là, l'application, elle le fait et il y a une trace et voilà. Et nous, on redirige aussi vers des associations. Donc il y a l'application pour communiquer une fois qu'on est déjà parti. Ok, super. Est-ce que tu aurais un dernier message, un dernier mot à faire passer? Oui. C'est que les femmes victimes de violence, les personnes victimes de violence, elles sont pas faibles. Elles sont fortes. C'est l'autre personne qui essaye de les rendre faibles et il faut bien se dire je suis pas faible en fait. Je suis forte et je vais y arriver. Ça va prendre du temps mais il y a plein de moyens d'aide et on a tous des moyens de s'en sortir puisque c'est interdit en fait d'être violent. Donc courage, force. Ça va aller. Pour terminer, juste si tu peux nous dire tes réseaux sociaux par rapport à ton application, s'il y a des femmes qui veulent la télécharger, etc. Oui, du coup sur Instagram c'est tiers-app, sur LinkedIn si jamais c'est tiers, et sur Facebook c'est tiers de confiance, avec il faut bien mettre un 3 à la place du TI3RS. Okay. Voilà, avec plaisir si... Ouais.
quelqu'un veut nous suivre, on en a besoin. Oui, ok, très bien. Merci beaucoup, merci pour cet échange. Et tu nous tiens au courant quand même de la suite. On espère que tu vas revenir ici avec du positif et que tout J'aimerais bien. Va se terminer. J'aimerais trop. Comme tu as fait, courage. Ouais, moi aussi j'en ai besoin. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Trop bien. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cette émission aux côtés d'Eva. Et si vous aussi vous souhaitez venir raconter votre histoire de notre émission Talifi, émission Confidence, n'hésitez pas à nous écrire par mail et je me ferai un plaisir de vous contacter. Donc c'était Niara de la Naledisso. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao les Naledi.